Alors, quand les organisateurs m'ont appelé en me disant Gilles, tu veux pas venir ouvrir le colloque sur les pôles et l'ours polaire, j'ai dit écoutez, je ne suis pas un spécialiste des pôles du tout, je les connais un petit peu. J'ai pu aller au Svalbard et en Antarctique aussi, mais je ne suis pas du tout un spécialiste de la biologie polaire. Mais sur une conférence générale pour inspirer raconter ce qu'est cette biodiversité, ce biomimétisme, je préfère le terme de bio-inspiration personnellement parce que je me dis en fait, on ne copie pas la nature, on s'en inspire. On avait un très joli thème de lier cette thématique générale aux pôles. Et c'est vrai que les pôles, on a dit quelques mots tout à l'heure, c'est absolument essentiel qu'on les regarde de très près. Ils sont une des meilleures sentinelles que l'on ait justement sur les changements divers et variés qu'on évoque depuis tout à l'heure. Alors comment on va passer de la biodiversité à la bio-inspiration? Je vais simplement vous rappeler quelques petits éléments sur le vivant et la situation actuelle de l'humain. On a fait un papier il y a maintenant 2 mois dans une revue américaine qui s'appelle Frontiers in Physiology sur un titre un poil provocateur, Are we reaching the limits of Homo sapiens, tout simplement. Alors, les Américains, au début, ont dit qu'est-ce que vous racontez là? Puis le papier est passé, hein, et on a pris différents critères dont je vous parlais tout à l'heure. Et c'est vrai que Confucius, il y a très longtemps, Confucius disait en fait, si on n'est pas capable d'imaginer nos limites, on ne pourra jamais s'adapter à rien du tout. Et là, finalement, les questions qu'on va aborder sont en plein là-dedans. Question d'énergie, on n'en parlera pas beaucoup, mais c'est essentiel. De l'eau, on oublie qu'un bébé humain à naissance, c'est 3/4 d'eau, 3/4 d'eau. La biodiversité, on va en parler, le climat un petit peu et la pollution. Ça, c'est le mal depuis quelques siècles essentiel lié à l'humain. La nature, dont on va s'inspirer, ne produit pas de produits toxiques. Vous avez toujours un acheteur pour un déchet, entre guillemets, que vous avez produit. Chez l'humain, on a produit des dizaines de milliers de molécules que le vivant ne sait pas dégrader. Et puis, bien sûr, aussi, cet enfer de plastique dans lequel on se trouve depuis quelque temps nous pose énormément de problèmes. Et puis, la vraie question pour moi sont les interactions entre l'humain et la nature. Et je parle d'un papier de Paul Ehrlich, on aime beaucoup Ehrlich. Il est reçu à l'Académie royale britannique en 2013. Et sa lecture, c'est Can a collapse? Can a collapse of global civilization be avoided? Est-ce qu'on peut éviter un effondrement de nos civilisations? On est en plein dedans. On est en plein dedans et je pense que la bio-inspiration est une des considérations à prendre pour faire que justement on puisse ne pas entrer dans cette spirale infernale. Moi, j'ai toujours deux activités essentielles, les sciences participatives et la bio-inspiration pour aborder ces questions-là. Interaction de l'humain avec la nature. Hein. N'oublions pas une chose essentielle. On va parler effectivement des mammifères, des oiseaux, mais la biodiversité, c'est d'abord les bactéries. Un Tara Océan revient après un tour du monde sur 3 années. 98% de la biomasse de l'océan, ce sont des bactéries, des virus et des microalgues. Et même, je mets toutes les baleines dedans, bien sûr, et les ours polaires, et je mets tous les poissons. Hein. Donc, c'est absolument... C'est pareil dans un sol. Dans un corps humain, c'est au moins autant de bactéries que de cellules humaines. Alors, si l'humain il est fait de flotte de bactéries, ça devrait un petit peu l'amener à considérer un petit peu son environnement différemment de ce que l'on fait. Les tardigrades, tout à l'heure, Cédric va nous en parler un petit peu, qui est un peu un groupe chouchou pour moi aussi. Et puis, ces écosystèmes terrestres, finalement, le seul système où il n'y a pas de vie sur les laves de volcans, n'empêche que, sur une coulée récente à l'île de la Réunion, en bas à droite, eh bien, vous avez là, effectivement, quelques mois après le refroidissement de la lave, des lichens, des bactéries d'abord, bien sûr, hein, des lichens, et puis aussi des fougères qui s'installent. Donc, c'est vrai que ce vivant s'installe dans ces questions. Il faut bien voir que le vivant dont on va s'inspirer n'est pas né comme ça par hasard dans le système. Par hasard peut-être que si, mais pas d'un système qui n'existait pas auparavant. Hein. La biodiversité s'est construite sur une géodiversité antérieure qui est là depuis que la Terre se forme. Et moi qui suis un marin, je me suis beaucoup intéressé aux éléments sodium et chlorure et potassium, qui sont en fait le sel de l'eau de mer. L'océan actuel, il y a un océan, il n'y a pas des océans, je me base souvent pour le dire. S'il y avait des océans, il n'aurait pas ce rôle sur le climat. C'est l'humain qui a mis des limites sur des cartes. Il y a un océan, beaucoup de mers, hein. La Caspienne ou la Baltique ou la Méditerranée sont spécifiques. Un océan constitué au large de 35 grammes par litre de chlorure de sodium. Ça, c'est essentiel. Et puis, je vous ai mis une météorite ici, là, Ici, là. Vous pouvez la voir en ce moment. Elle est présentée au Jardin des Plantes à Paris, au Muséum. Ce caillou, il tombe dans un champ en mai 1864. Et là, on voit la relation de l'humain avec ce système, puisque un paysan la ramasse. On a retrouvé les coupures de journaux de l'époque. Cette nuit-là, Toulouse est absolument illuminée par une pluie d'étoiles. Le plus gros fragment fait 11 kilos. Il est dans les collections nationales, et on l'expose ici, parce qu'il va être oublié. Pendant plus de 100 ans, on va l'oublier dans une caisse à oignons, dans un jardin. Et puis, il va arriver dans les collections, et surtout, on va pouvoir utiliser les nanosondes de la rue Buffon, qui sont les plus puissants outils que l'on ait aujourd'hui en géochimie, et on va le dater grâce aux isotopes du chrome.
4-6 milliards d'années. Ce caillou, alors ça change les caresses que vous faites au caillou par rapport au reste, il a l'âge de la Terre et du Soleil. Il raconte une histoire en fait. Et c'est un peu le rôle des scientifiques, on en parle souvent avec Yvon ici. Quel est le rôle des scientifiques finalement? À partir d'un objet qui apparemment, c'est moche, c'est vraiment moche comme caillou, c'est pas une belle émeraude, vous racontez une histoire. Et ça c'est notre travail à nous effectivement, de faire rêver un petit peu. Alors ça c'est la composition de l'océan qui est la même depuis 100 millions d'années. Et ça, c'est un estuaire ici à Madagascar. Vous avez de l'eau douce d'un côté, de l'eau de mer de l'autre. Et vous avez cette eau au milieu qui n'est ni douce ni salée. Et je vous ai mis ici la composition de votre sang en ce moment. S'il y a des médecins dans la salle, qu'est-ce que fait dans un sang humain 140 millimoles de sodium, 105 millimoles de chlorure. En fait, un sang humain raconte la sortie de l'océan il y a entre 360 et 450 millions d'années. Donc, c'est pour vous montrer la relation absolument extrêmement importante entre la physiologie de l'humain et la Terre qui l'entoure. Et je vous ai mis le plus ancien fossile que l'on ait à Paris ici, des cyanobactéries d'Australie, datés à 3,45 milliards d'années, et les mêmes, que j'aurais très bien pu prendre tout à l'heure en arrivant à la sortie du métro, ici, à la Cité des Sciences, dans une flaque d'eau. Elles ont presque 4000 millions d'années de différence d'évolution, elles sont toujours là. Et l'humain est très lié. Regardez ici, moi j'aime beaucoup, je vous ai mis une image ici d'une grande nébuleuse qui explose il y a 12 milliards d'années. Ça c'est quoi? En dessous, c'est une goutte d'eau de mer ramenée par Tara Océan. C'est fascinant de regarder, de faire la relation entre les deux. Vous avez des centaines de milliers de microalgues, des protistes à noyau. Vous avez des millions de bactéries et des milliards de virus sur cette goutte d'eau de mer. Et l'image rappelle une image interstellaire, effectivement. Ça, c'est l'océan, c'est aussi les sols. Alors, l'histoire que je raconte souvent, c'est comment l'humain est-il impliqué dans cette diversité biologique? Je vous ai mis 2 écosystèmes parmi les plus riches de la planète. En mer, c'est le corail. Le corail, c'est moins de 1% de la surface de l'océan. C'est plus du tiers des espèces marines décrites aujourd'hui dans les collections. Peut-être 5 à 6 000 espèces au kilomètre carré ici, dans le lagon calédonien. Et je vous ai mis une image d'Amazonie, ici, au camp du CNRS, des Guyanes, de la Guyane, en Amazonie. 50 000 espèces au kilomètre carré. En Colombie, sur 1 kilomètre carré, 700 espèces d'arbres. On en connaît 250 en Europe. Puis les arbres, on les connaît, on ne va pas en trouver des nouveaux tous les jours. 700 espèces. Et sur un arbre de la forêt colombienne, à 1000 mètres d'altitude, 700 espèces de coléoptères. Vous avez des zones qu'on appelle mégadivers, extrêmement riches en espèces, en fait. Et qu'est-ce qu'a fait l'humain de cette planète aujourd'hui? Shanghai, au-dessus. Shanghai, c'est la moitié des Français. Voilà. Il y a la moitié des Français dans une seule ville, en Chine. Je suis allé à Wuhan récemment. On me dit Wuhan, c'est 3 petits villages qu'on a accolés. Chaque petit village, 6 millions d'habitants. Aujourd'hui, à Shenzhen, près de Hong Kong, qui était un village de pêcheurs il y a 40 ans, il sort une tour Montparnasse par jour. Donc on est sur des systèmes d'accélération effroyable, des systèmes qui, bien sûr, ne sont pas sans poser des problèmes sur nos environnements. Alors, je vais prendre en écosystème 3 choses très simples. Une goutte d'eau de mer, je reviens à mon eau de mer que j'aime beaucoup, des microalgues, des virus, des bactéries. Le rôle de Tara Océan sur ces travaux, bien sûr. Qu'est-ce qu'on connaît dans l'océan aujourd'hui? Un peu moins de 300 000 espèces. Donc 13% du nombre global d'espèces connues, un peu plus de 2 millions sur la Terre, proviennent aujourd'hui, dans nos connaissances, de l'océan. Deuxième écosystème, un sol. 2 fois plus d'espèces dans les sols que dans l'océan. Vous avez des réservoirs fabuleux de mimétisme dans les sols. Vous avez 2,5 tonnes de bactéries à l'hectare, 3,5 tonnes de micro-champignons à l'hectare. Vous avez mes copains, mes tardigrades, ceux de Cédric, des vers de terre, des nématodes, des colamboles, des acariens, sont des sols. 26% des espèces connues viennent des sols aujourd'hui. Et troisième écosystème un peu insolite, c'est quoi? C'est le tube digestif d'un bébé humain à la naissance. Alors, quand ce bébé naît, en fait, le tube est quasi axénique, il n'y a pas de bactéries à l'intérieur. Et je me suis souvent demandé, en fait, à quel moment un humain qui arrive sur la Terre contacte la biodiversité terrestre. C'est très précis. C'est au moment de la rupture de la poche des os. À ce moment-là, ce bébé est envahi et contaminé, dans le bon sens du terme, par les bactéries du tractus génital de sa maman. Et un bébé humain, il nécessite 2 années pour stabiliser sa flore. 2 années. En gros, on a fait des séquençages massifs dans ces intestins de bébé. Et à la place 1000 espèces de bactéries, on n'en connaît même pas la moitié. Donc sur une diversité incroyable, elle est au sein de chacun d'entre nous. On ne connaît pas la moitié des espèces. Aujourd'hui, il y a, en France, 300 maladies nouvelles depuis 1940. Une bonne partie est liée à ces variations de cette microflore intestinale. Regardez la relation avec le plancton. Tara Océan nous ramène donc du séquençage massif de la surface de l'océan, les 3 premiers mètres. Je vous ai mis ici en rouge des gènes trouvés que dans mon intestin de bébé. En bleu, que dans des microalgues marines. Regardez en gris. Quand on parle de l'humain, on a 1 tiers de nos gènes en commun avec des microalgues de l'océan.
qui sont là depuis des centaines de millions d'années, même des milliards d'années. L'humain est plus que viscéralement, on peut le dire ici quand on parle de tube digestif, hein, lié à cette diversité terrestre. L'humain ne peut pas vivre sans cela. C'est ce qu'on a oublié. Et pour terminer et vous achever, ça c'est quoi? C'est votre lit ce matin. Parce que vous y avez dormi, chaque humain, chaque matin, qu'on dorme tout seul avec sa copine, ça marche très bien mon système là. Il y a entre 1 et 2 millions d'acariens par lit. Ils sont là parce que vous avez dormi. Si vous restez une semaine sans y dormir, ils vont aller dans le lit d'à côté, hein, où il y aura quelqu'un. On est profondément dedans, on en a plein les trous de nez, les cheveux, ils bouffent des tas de trucs, hein, des cellules d'escamation de la peau, des poils, des machins. C'est ça. Donc arrêtons cette idée stupide d'une planète ici et d'un humain à côté, d'une nature et d'un humain. L'humain est profondément ancré dans ces systèmes. Si on l'admet, ça changera tout, parce que dès le moment où on va admettre qu'on en fait partie, bien on va comprendre, pour une espèce qui s'est elle-même appelée sapiens, il fallait quand même le faire, hein, que attaquer la diversité, bah, c'est s'attaquer soi-même. Et ça, c'est vraiment stupide pour une espèce qui se croit effectivement si intelligente que cela, ce qui n'est pas le cas, bien entendu. Alors, tout ceci est lié à des évolutions, de l'évolution de Homo sapiens, et moi j'aime beaucoup Edgar Morin, c'est mon maître à penser. Edgar me dit, nous sommes Homo faber. C'est vrai, j'ai un micro, des chaussures, une écharpe, des lunettes, ça, on est faber, on sait faire des tas de trucs, ça c'est absolument clair. Mais on n'est pas du tout encore sapiens. Et on se rend compte que la progression de la relation de l'humain avec cette nature, c'est faite par de la technologie. Regardez en bas à gauche. Ah, il n'est pas là. J'avais mis un biface. Il devrait être à côté de l'arc et la flèche. J'ai un biface, un caillou. Vous avez vu, on a repoussé récemment des façonnements de biface. Il y a un papier dans Nature cette semaine à 300 000 ans, très élaboré. Mais n'empêche, c'est un caillou taillé. Depuis 3 millions d'années, c'est le seul outil, la seule arme des humains. Il faudra attendre. L'arc et la flèche, c'est 8 000 ans. Le propulseur, c'est 10 000. La lance aussi. Et ça va tout changer. Parce que vous tuez à distance un prédateur ou une proie, il n'y a plus de corps à corps. Quand les chasseurs m'énervent un petit peu trop, je leur dis, écoutez, je vais vous donner un biface et vous allez me tuer un sanglier avec. Croyez-moi, le sanglier, il a ses chances. Ça, c'est absolument clair. Tout est là. Et l'arme de jet, pour moi, a été la première composante de l'humanité, malheureusement, dans son agressivité et ses relations au vivant. Ça va tout changer. Puis après, ça va être la roue qui permet de porter sur des grandes distances des choses très lourdes. Hein. L'arc et la flèche, il y a 8000 ans. Les villes. Et puis l'horreur, c'est la poudre noire, qui était un jeu en Chine. 1250. Cette poudre noire arrive effectivement en Europe. Et on fera les premières armes à feu, les canons, les bombardes, qui vont changer complètement les châteaux forts, puisque en tirant un boulet bien placé à la base d'une tour, la tour gigantesque s'effondre dessus, ça va tout changer. Et quand je vois aujourd'hui des gamins, quand je suis à la frontière du Congo avec le Soudan, ils ont 14 ans au maximum. Tous ont des kalachnikovs. Ils m'ont tué tous mes éléphants et tous mes rhinocéros. La Zambie, il y a 20 ans, 2000 rhinocéros. Pas un seul aujourd'hui. C'est ça, hein, cette relation de domination apparente de l'humain sur les systèmes, effectivement. C'est lié, après, vous voyez très bien, après il y a eu effectivement les âges des métaux, il y a eu les moulins à vent et à eau, il y a eu l'imprimerie, puis les vaccins, et puis les avions, et puis bien sûr aussi les, comment dirais-je, les antibiotiques, qui aujourd'hui posent un gros problème. Mais je ne dis pas que je suis contre les antibiotiques, mais on a un dramatique problème d'antibiorésistance en ce moment, c'est absolument clair. Tout ça, c'est Homo sapiens. Donc trajectoire malthusienne, darwinienne, questions qui sont posées au niveau philosophique sur nos questions aujourd'hui. Alors, quels sont les 7 problèmes actuels de l'écologie, pour lesquels on ira chercher dans le biomimétisme? Le productivisme agricole. We have to change. On ne peut pas continuer à empoisonner les terrains et les gens à coups de pesticides et d'herbicides. Ça, c'est clair. On sait qu'on va changer, mais on attend encore un petit peu. L'eau potable, dramatique problème. La pêche, pêcher c'est bien. Surpêcher c'est stupide en fait. La déforestation, drame. Il part chaque année en forêt tropicale humide l'équivalent de la surface de la Grande-Bretagne. À ce rythme-là, il n'y aura plus aucune forêt tropicale à la fin de ce siècle. On va aller avec Yvon dans quelques mois à Manaus, au centre d'Amazonie brésilienne, où la forêt, elle part à des vitesses absolument incroyables. Et je vous dis tout à l'heure, ce sont les points chauds de diversité biologique. 50 000 espèces au kilomètre carré. En France, aujourd'hui, le muséum nous dit on connaît à peu près 100 000 espèces vivantes décrites en France, sur le territoire, sur l'Hexagone. 100 000 espèces, il y en a 50 000 sur 1 kilomètre carré. La biodiversité qui s'effondre. Et enfin, le drame actuel, c'est la pollution, bien sûr, qui est partout. Hein. Là, la Seine est sortie de son lit, là, je ne vous raconte pas la qualité de la flotte. Hein. Là, de l'eau qui est très souillée va partout, et ça pose des gros problèmes, bien sûr, en permanence. Et le seul aspect où il est trop tard pour réagir, c'est le changement climatique. Pour l'empêcher, il faut qu'on fasse tout ce qu'on peut pour limiter les dégâts.
C'est l'intérêt des COP. Hein. Quand on voit qu'effectivement, il a fallu attendre la COP 21, 20 COP auparavant, sans qu'on prononce un seul mot sur l'océan. C'est incroyable quand on connaît le rôle de l'océan dans la régulation du climat. Donc là, qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse aujourd'hui? Qu'on arrête d'émettre et qu'on commence à retirer le CO2 qu'on a mis depuis 250 ans. Ça, c'est un vrai challenge technologique. Et bien sûr, sans charbon et sans pétrole, bien évidemment. Voilà. On nous dit, nous pourrions mettre en place les conditions d'une sixième grande crise d'extinction. J'aime pas trop le terme parce qu'on ne vit pas des extinctions en ce moment. On vit un effondrement du nombre d'individus dans les populations vivantes. Ça peut amener à terme des extinctions, mais ça prend un certain temps. On détruit et on pollue, on surexploite, on dissémine tout partout. Et enfin, c'est le climat qui change. Alors, le climat qui change, c'est intéressant pour nous parce qu'on travaille beaucoup là-dessus, moi le premier. Mais il y a un livre de Saint-Denis qui est intéressant, il dit « Le climat cache la forêt ». C'est vrai parce qu'on s'intéresse beaucoup au climat, il faut qu'on le fasse, hein, c'est indispensable, bien sûr. Mais n'empêche que ça se surimpose à ce qu'on continue à faire, détruire, surexploiter, disséminer tout partout. Et ça, c'est vrai que... et polluer. Hein. Donc c'est vrai que le climat va que se surimposer à ça. Je ne connais aucune espèce en France, en ce moment où je vous parle, là, qui a disparu à cause du changement climatique. Ça peut venir, hein. Ce n'est pas le cas aujourd'hui. Alors quand on me dit la pêche, les pêcheurs me disent oh, « je pêche plus, c'est une catastrophe, c'est la faute du climat ». Attendez, comment vous avez pêché depuis 50 ans? Ah ben, je pêchais à la dynamite. Ben ouais, un pêcheur à dynamite, c'est sûr que ça va plus vite que le changement climatique sur des questions comme ça, bien sûr. Ça, c'est quelque chose d'extrêmement intéressant d'aller regarder comment ce changement global, dont le changement climatique, affecte la santé publique. Je vous disais 300 maladies nouvelles en France. Toutes les hépatites, les Legionella des années 76, sont apparues à ce moment-là, le sida. Et c'est vrai que vous avez des maladies qui sont liées à l'âge. On déclenche des maladies qu'on ne faisait pas auparavant parce qu'on ne vivait pas suffisamment longtemps. Mais beaucoup de maladies aussi qui sont liées aussi à l'exposition au soleil, hein, les cancers de la peau, comme jamais. Mais beaucoup de ces maladies sont liées au fait qu'on a changé notre alimentation et on a détruit par un excès d'antibiotiques la flore intestinale. Changement climatique, température de l'eau et de l'air, fonte des glaciers, cyclones tropicaux, fortes pluies et inondations, à l'inverse des sécheresses dramatiques. Ce que prévoient les climatologues aujourd'hui, en fait, c'est à de longues périodes de sécheresse succéderont des pluies extrêmement intenses pendant un temps très court qui vont rendre l'agriculture absolument inopérationnelle. Le drame, il est là. Hein. Est-ce que le lac Tchad va s'assécher demain? Comment un paysan africain, quand il a subi 2 années de rang, après 6 mois de sécheresse, des pluies diluviennes qui font monter le niveau de la rivière au-delà de 3 mètres, qu'est-ce qu'ils font? Ils s'en vont. Et quand ils s'en vont, ils vont dans les villes. Rappelez-vous 2011, le déclenchement de la guerre en Syrie. On suit les 12 années de sécheresse les pires qu'ait connu le croissant fertile depuis 3 siècles. On estime aujourd'hui que 11% des conflits actuels sont déjà déclenchés pour des raisons climatiques. Alors ça c'est physique, hein. Plus l'eau est chaude, moins elle contient d'oxygène. On a des drames en ce moment en mer Baltique. La montée du niveau de la mer. On dit 1 mètre, 2 mètres à la fin du siècle. Et puis l'acidification de l'océan. L'océan s'acidifie parce que simplement il stocke du CO2. C'est bon pour le système puisque effectivement ça ne s'accumule pas dans la masse de l'atmosphère. Le drame c'est que de l'eau et du CO2, ça fait un acide faible, l'acide carbonique, et l'océan est 30% plus acide sur 250 ans. L'océan a déjà été bien plus acide que ça dans le passé, mais jamais à une vitesse de changement aussi rapide. C'est pareil pour la température, en fait. Ce n'est pas que le climat change qui nous préoccupe, nous, scientifiques. Hein. C'est qu'il change beaucoup, beaucoup trop vite. La question qui est posée, est-ce que le vivant va suivre? Récemment, j'étais avec Thomas Pesquet au colloque des astronautes à Toulouse, et c'est vrai qu'eux ont un message intéressant. Ce sont les seuls humains qui ont vu, à travers une petite fenêtre, la totalité, en fait, de la Terre. Et qu'est-ce qu'ils nous disent? On voit les questions qu'on discute durant les COP. Thomas me disait, en fait, le seul pays que j'ai très mal photographié, sinon pas du tout, c'est la Chine. Elle est totalement sous un nuage de pollution, en fait. Et il y a à peu près 1000 morts par jour en ce moment en Chine à cause de la pollution atmosphérique. On mesure comme ça maintenant le pH de l'océan qui est en train de s'effondrer, les fonds marins. Alors, un travail justement de sciences participatives que j'aime beaucoup, 10 000 personnes, 1,5 million d'heures d'observation. Quel labo peut faire ça, hein? Les collègues de Montpellier et de Paris nous disent, voilà, nos oiseaux ont fait 33 km vers le nord et nos papillons 114 sur 18 ans. Pour 1 degré de plus, ils devront faire 250 km vers le nord. Alors, moi, je travaille beaucoup avec les vignerons aussi, soit catalans, soit bordelais. Ils sont extrêmement concernés.
le mètre carré le plus cher au monde, bien plus cher que sous la Maison Blanche, l'Arc de Triomphe, c'est le château Yquem. Eh bien, ils vont devoir changer. Les cépages, donc des travaux en génétique, des travaux effectivement aussi, bien sûr, en amélioration de la vinification, tout ça est parti à fond. Et croyez-moi, ces gens-là prennent ça extrêmement au sérieux. D'autant plus que le vignoble bordelais, il est à moins de 10 mètres d'altitude, hein, quand on parle de variation du niveau de la mer. On élabore ces travaux-là qui ont été élaborés. Changement climatique et santé des Français, précipitations et températures en France dans les 50 ans qui viennent, niveau de la mer en France dans les 50 ans qui viennent, et comment les Français doivent s'adapter au changement climatique, c'est intéressant. Et on nous dit finalement que le trait de côte a reculé. Le maire de Lacanau me disait récemment, sur une tempête de mars 2015, 60 mètres de retrait du trait de côte. Le trait de côte, vous savez, c'est la zone du maximum de haute mer durant les épisodes de balancement des marées. Les bunkers allemands, contenus impeccablement depuis 1942, sont tous tombés lors d'une tempête de mars 2015, dans la région de Bordeaux. On dirait un jeu de domino géant sur la plage. Alors, on a fait pas mal de travaux récemment là-dessus. On a fait ce livre collectivement à l'époque au Muséum. Est-ce que l'homme peut s'adapter à lui-même? C'est une vraie question. Le second au Collège de France, c'était l'an dernier, c'était est-ce que l'homme peut accepter ses limites? Et ça va m'amener à vous parler de ce travail qu'on a publié récemment ici, aux États-Unis, c'est est-ce qu'on n'est pas en train d'atteindre les limites de l'humain? Et le biomimétisme serait un excellent moyen, justement, non pas de nous empêcher d'atteindre ces limites, mais simplement de limiter les dégâts de l'atteinte de ces limites. On a regardé trois critères. La taille. Les humains ont tous grandi depuis 1860. Et depuis 10 ans, c'est fini. On ne prend pas 1 millimètre de plus, garçons et filles. Très beau travail publié en Hollande. Ils ont mesuré tous les Hollandais. Terminé. Intéressant. Deuxième critère, l'âge. On dit, mais regardez, on vit beaucoup plus vieux. Faux, c'est terminé. On a gagné 35 ans sur 150 ans. 15 cm en hauteur d'humain. 35 ans. C'est terminé. Ça fait maintenant 12 ans qu'on ne vit pas plus longtemps. Et c'est vrai que quand vous regardez, en fait, on est au taquet, c'est la courbe du bas. Hein. Alors les 50 records du monde, les derniers, le record du monde, c'est la personne à l'instant T qui est la plus ancienne de la planète, de façon prouvée. Hein. Il n'y a pas une légende de mecs qui ont 300 ans, c'est du pipeau. Il y avait un beau cas, en particulier en Russie, où on racontait que les vieux paysans du Caucase, qui mangeaient que du fromage de chèvre, vivaient plus longtemps. Et on s'est rendu compte après qu'en fait, ils avaient piqué les papiers de leur père pour ne pas être conscrits durant la Seconde Guerre mondiale. Alors, c'était pas très glorieux. Et du coup, les Russes ont été extrêmement embêtés, les Soviétiques à l'époque. Bon, ça se racontait pas trop, des histoires comme ça. Aujourd'hui, la doyenne, toute catégorie de l'humanité, était une Française, une Arlésienne, qui est morte il y a 10 ans, qui s'appelait Jeanne Calment, et qui a vécu 122 ans, 4 mois et 17 jours. Elle est totalement inégalée. Alors ensuite, on est à 113, 114 en ce moment. Et troisième critère, on a pris 3 performances sportives. Je voulais une course, un lancer et un saut. Bah, regardez. On est totalement au taquet, en fait. Hein. Alors, c'est intéressant de regarder ici ce qui se passe. Quand je regarde les femmes ici, là, sur le lancement du poids, comment on peut s'expliquer qu'aucune femme, aujourd'hui, ne lance le poids aussi loin que les Allemandes de l'Est en 1986? C'est pas inintéressant, quand même. Hein. Qu'est-ce qu'il fait, l'humain, quand il arrive à ses limites? Il triche. Et ça ne marche pas pour s'adapter, bien évidemment. Voilà Jeanne Calment, qui est la record woman. Actuellement, c'est une Jamaïcaine qui a 117 ans. Alors, au monde, il y a de plus en plus, ça fait dans la nature récemment, il y a de plus en plus de gens qui atteignent 100 ans. Très difficile après, 101, 102, puis 113, 114, ça s'arrête. Sur les 50 personnes, 48 femmes. Et on a vécu un événement il y a un peu moins d'un an. En mars 2017, meurt la dernière humaine née au 19e siècle. Elle était née en 1899. Elle est partie. Vous voyez qu'on est sur des systèmes qui sont intéressants de se pencher là-dessus, bien évidemment. Alors, comment réagir justement? Ça va être la fin de mon exposé. Climat, accès à l'eau, gestion des déchets spatiaux, des déchets nucléaires, du CO2, quel mode de gouvernance? Et c'est là qu'un livre sort en 1997, il y a 20 ans, hein, cette année, hein, 21 maintenant, écrit par une Américaine qui s'appelle Janine Benyus, et qui nous propose un terme de biomimicry, où elle parle innovation inspired by nature. En fait, elle n'invente pas quelque chose de nouveau, mais par contre, elle gère très bien le concept, elle le densifie, elle l'éclaire, elle le résume, et elle montre que finalement, avec une philosophie qui est la sienne, ça veut dire que ça doit servir uniquement à des choses qui sont plutôt effectivement bénéfiques pour l'humanité, pas à faire des armes, alors que dans le biomimétisme, on l'oublie. Hein. Il y a énormément de travaux qui ont été inspirés, bien sûr, aux militaires, ça on l'oublie. Et nous dit, voilà ce qui se passe, on va créer ce terme de bio-inspiration. Donc pour la présenter en ouverture du colloque, c'est quoi? C'est finalement une observation de la nature sous toutes ses formes, pour en tirer des développements technologiques, des procédés, des stratégies, au service de l'humain,
Il est clair que pour moi, une innovation est toujours la suivante. Il faut d'abord que ce soit mieux qu'avant, sinon ce n'est pas intéressant. Deuxièmement, beaucoup plus parcimonieux en énergie que ce qu'on fait aujourd'hui. Tertio, il faut qu'elle ne produise aucun produit polluant. 4, que ce système, effectivement, crée de l'emploi. Et 5, que ça serve à tout le monde. Et c'est là que Edgar Morin nous dit, il nous faut une conscience humanitaire planétaire. Tout ce qu'on nous promet aujourd'hui, je ne vous raconte pas mes démêlés avec les transhumanistes ou bien avec les réenchanteurs de risques, c'est quoi? C'est, ben effectivement, on s'intéresse à 0,0001% de la population humaine. Et vous croyez qu'ils vont se laisser faire les autres? On est en train de créer des conditions aujourd'hui où on va créer des Boko Haram et des Daesh tous les jours. Parce qu'on oublie 95% de la population humaine de la planète. Et c'est là que le biomimétisme, pour moi, est extrêmement intéressant. Lisez ça, mais on en rêve, c'est merveilleux. Vinci qui disait cela, ça m'a toujours fait pleurer, tellement c'est beau. Notre futur, il ne parlait pas de son futur, notre futur. Alors moi, je suis très impliqué dans le CEBIOS avec Kalina qui est là. Et c'est vrai qu'au CEBIOS, on a beaucoup réfléchi à ces aspects-là pour essayer de modéliser un petit peu tout cela avec un fabuleux avantage du vivant par rapport à nos technologies modernes, de nos industries. Le vivant fait toujours, il optimise les coûts énergétiques. Jamais il maximise les résultats, il optimise. Et deuxièmement, il le fait sans produire de déchets toxiques. Ça, c'est le premier avantage essentiel de la bioaspiration, du biomimétisme. Comment il fait? Alors, bien sûr, il y a plein de considérations générales. On peut parler, par exemple, de l'usage du vivant, ici, pour faire des modèles de développement et comprendre des mécanismes. C'est vrai. On sort des tas de molécules de cette nature vivante. Est-ce que c'est du biomimétisme? Quelquefois, la charnière n'est pas facile à montrer. Tous les prix Nobel obtenus sur des modèles un petit peu bizarres. Hein. Metchnikov, c'est étoile de mer. Charles Richet, ce sont les venin de méduse. Von Warburg, c'est l'oursin. Hodgkin-Huxley, c'est la transmission de l'influx nerveux grâce au nerf de Calmar. Kandel, c'est la plisie, un petit mollusque marin. Timothy Hunt, 2001, c'est pas n'importe quoi. Il comprend le mécanisme clé de la cancérisation grâce à des oursins. Il est à Roscoff en partie d'ailleurs. Et puis après, il va y avoir bien sûr Shimomura sur les protéines de fluorescence de méduses. Et puis le trio ici en 2009 qui a un Nobel pour ses travaux sur un petit truc qui vit dans les flaques d'eau qui s'appelle Tetrahymena, un petit cilié. L'universalité du vivant que j'évoquais tout à l'heure, avec l'humain profondément impliqué dedans, bien sûr, c'est essentiel. Alors ça, c'est à la limite. Et puis après, on va passer vraiment à du biomimétisme. Par exemple, je m'intéresse beaucoup avec mes copains des Marina à Roscoff. Ils utilisent en fait une hémoglobine extrêmement affine à l'oxygène, à partir d'un ver marin qui, à marée basse, doit respirer dans un milieu où il n'y a pratiquement plus d'oxygène. Est-ce que c'est du biomimétisme? Pas vraiment, parce qu'ils sont en train d'utiliser en fait un ver marin pour en tirer quelque chose, ils l'élèvent. Mais surtout, le travail scientifique qui a amené à cette découverte, pour moi, est effectivement bio-inspiré. Et il faut le voir un petit peu comme ça. Alors ça, je voulais dire ça c'est des travaux publiés par Clarins, c'est des entreprises privées qui vous disent effectivement comment la nature est capable de nous proposer des solutions à nos problèmes. Ici, c'est un travail qui a été fait à partir de régénération d'os humains, à partir soit de corail, soit de coquilles de bivalve, ici en l'occurrence la grande nacre du Pacifique, avec une régénération ici en lumière polarisée excellente, hein, où vous avez autour des ostéoblastes là, un tissu osseux largement, sinon plus résistant que l'antérieur qu'il y avait auparavant, après une fracture très mauvaise ouverte. Alors, plein d'exemples, je vous en cite quelques-uns, hein, bien sûr, qui sont très variés. Alors, on peut s'inspirer des formes, des mécanismes, des matériaux, avec une très grande interdisciplinarité, dans différents domaines. Moi, je reprends les travaux de Clément Ader ici. Je dis souvent ça, j'étais hier à la DGAC, la Direction Générale de l'Aéronautique, parce qu'ils doivent répondre à la ministre. Là. Dans le mois qui vient, ça va être un gros travail. Quelle est l'influence de la contamination du trafic aérien sur le système? Et alors, il me disait, on parle du péril aviaire. Ça m'énerve beaucoup, le péril aviaire sur les aéroports. Bon, il y a un risque de collision, mais je leur dis quand même d'oublier une chose, c'est que les oiseaux volent depuis 150 millions d'années, les avions depuis 150. Et sans les oiseaux, on n'aurait jamais inventé les avions. Il n'y aurait ni aéroport, ni avion. Intéressant d'y réfléchir. Tout ça a été bien développé dans des revues différentes et variées. Ça, c'est mon exemple favori, c'est une libellule. Regardez ce que c'est faire une libellule. Elle a 345 millions d'années. 9 techniques de vol. Elle vole à près de 100 km/h. Des capacités de vol extraordinaires avec quelques grammes de fuel, pratiquement rien du tout, 2 watts. Un corps aérodynamique, elle voit à 360 degrés, elle encaisse 30 G en accélération. On ne sait pas possible, disaient les militaires, ben, elle encaisse 30 G. Et ça marche depuis 300 millions. Comment elle fait?
avec un cœur qui circule dans la circulation de la bestiole. Alors, tous les domaines, on peut travailler. Bon, on prend des exemples divers et variés ici, que vous connaissez bien, hein, qui ont été pris partout. En énergie, en matériaux, en chimie, en information, en eau, c'est ce qu'on fait avec mon ami Kalina, là, au CEBIOS et Alain Renaudin. Énergie, plein de travaux sur demain, une photosynthèse artificielle. Demain, peut-être qu'on pourra séquestrer le CO2, ce que c'est faire le vivant depuis très longtemps. Optimiser les consommations avec des sources diversifiées. Les matériaux, très variés, existant dans le vivant aujourd'hui, extrêmement performants, biocompatibles et recyclables. Ça, c'est fabuleux, bien sûr, évidemment. La chimie douce, la chimie a une très mauvaise image de marque. Bah, elle a produit nos polluants, dont on parlait tout à l'heure. Hein. Je faisais une conférence il y a 1 an et demi pour l'association de la chimie en France, à Vincennes. Je disais, vous savez, on a un espoir. La principale communication du vivant, elle est chimique. Le vivant communique par de la chimie, depuis le niveau cellulaire jusqu'à le niveau écosystème. Donc la chimie, qui a cette très mauvaise image de marque, doit se retravailler, se recomprendre. C'est la chimie qui résoudra une grande partie de nos questions. Et une chimie, bien sûr, bio-inspirée, bien évidemment. Donc ne jetons pas le bébé avec l'eau du bain, mais revoyons la chimie qu'on va développer dans le futur. Hein, par exemple, les problèmes de bioremédiation des sols, des choses comme ça. L'eau, ce petit, c'est pas un scarabée, c'est un ténébrionnide, hein, moi qui suis entomologue, qui vit dans le désert de Namibe tous les matins. Dans un désert où il ne pleut jamais, c'est le plus ancien désert de la planète, le Namibe. Il fait sa goutte d'eau au point de confusion de l'arroser le matin. Il fait sa goutte d'eau qui lui sert pour sa journée. On s'en est inspiré. Et dans le désert d'Atacama, au Chili, on a des systèmes qui font de l'eau en plein désert. Ça ne coûte pas beaucoup, ça ne produit aucun déchet, et c'est génial. C'est ça, en fait, la façon dont on peut résumer cette bio-inspiration. L'information. Ce mâle de Bombix est capable de trouver sa femelle à 11 km de distance. On a regardé, hein, c'est du niveau de la molécule isolée dans l'air, grâce à des capteurs sensoriels sur les antennes. Magique, comment ils font? Alors regardez comment ils font, justement. Alors ça servira beaucoup en agriculture, en habitat, en économie circulaire. Ça, c'est le travail que font les Allemands. En ce moment, on regardait beaucoup, parce qu'ils ont mis beaucoup de moyens en fait, dans ces arts de biomimétisme. Et c'est vrai qu'en France, on n'en est encore pas là. Mais on espère qu'on va pouvoir développer des choses de façon un peu plus astucieuse que ce qu'on a fait jusqu'à présent, grâce au CEBIOS. Tous les domaines, on devrait pouvoir intervenir. Il y en a énormément, des choses auxquelles on ne pense pas. Même au niveau de la gestion d'entreprise. Hein. J'ai sur 40 minutes. Ça vous va, 40 ? Donc ici, c'est vrai qu'en énergie, en dynamique des fluides, en surface, en matériaux, en robotique, avec notre ami Casas qui travaille à Tours, il nous dit, mais il y a des capteurs sur des antennes d'insectes, mais on se demande pourquoi ils les ont inventés. Tellement leur précision est astronomique, si on veut parler comme ça. Il comprend qu'il y a une araignée qui attaque à des vitesses telles que s'il n'a pas ces capteurs-là, il est bouffé par l'araignée. Ça marche depuis longtemps. Tout à l'heure, on parlait avec Yvon d'images sur des yeux d'insectes qui se focalisent légèrement en arrière de la rétine. C'est magique. Ça existe. Le vivant l'a fait. Allons voir comment il a fait. Parce que notre problème à nous, c'est qu'on le détruit au fur et à mesure, ce vivant, bien évidemment. Hein. Alors, ça, c'est le rôle du CEBIOS, ça, à Senlis. Moi, je les ai croisés pour la première fois, c'était en décembre 2014. On faisait au Muséum le 2e colloque français sur le biomimétisme et la bioinspiration, avec le CGDD, le Commissariat général du développement durable, donc des entreprises, des scientifiques, des ingénieurs, des technologues, et puis des organismes de recherche. Et je les rencontre, et en fait, ils étaient en train de faire ce dont j'avais toujours rêvé. Au niveau français, organiser la communauté sur les questions biomimétiques et bio-inspirées. Et puis depuis, ça fonctionne bien, ça marche bien, en amenant 400 entreprises avec nous à Senlis. Alors quelques exemples très rapides, je balaye simplement, j'ai aucune autre prétention. Les winglets, ça c'est vraiment typiquement de la bio-inspiration. On n'a pas piqué, comment dirais-je, une molécule, on s'est inspiré du vivant pour faire avancer le système. Des avions en peau de requin sur la carlingue. Les travaux sur le train, le Shinkansen, on s'est doublement bio-inspiré. On a fait un des trains les plus rapides du monde en s'inspirant du CX du martin-pêcheur avec son bec et sa tête. Mais il était très bruyant. Donc on a fait une double bio-inspiration. Ce train le plus rapide de la planète, on l'a rendu silencieux en s'inspirant des structures des plumes de hibou. Parce que si mon hibou fait du bruit, il ne bouffe pas. On n'en aurait pas. Ça marche bien, le Shinkansen. Les vitres auto-nettoyantes, beaucoup de travaux sur l'hydrophobie des feuilles de lotus. Ça intéresse beaucoup des grands groupes comme Saint-Gobain. Récemment, quelqu'un me disait « Ouais, mais ton biomimétisme, là, ça sert à payer des heures de consultant. Ça ne marche pas. » Diantre, là, je peux vous sortir effectivement des exemples où, j'assure, c'est parti. D'ailleurs, on va sortir un livre avec le CEBIOS, avec Kalina et puis avec Alain Renaudin, dans les 2 mois qui viennent, là, où on vous raconte 50 histoires par l'image du biomimétisme qui est parti dans la réalité. Il n'y a pas que la bande velcro. Un pneu inspiré du requin ici.
Ici, c'est des cristaux liquides. Ici, c'est un système extrêmement intéressant à partir d'études de la façon dont la mouche reçoit les sons. On peut regarder les couleurs aussi, plein de choses, bien sûr, évidemment. Ici, encore, on revient à ces genres de cristaux liquides sur les ailes de papillons américains du genre Morpho. Ici, on s'inspire des palettes des nageoires de baleines à bosse pour faire des palettes soit d'éoliennes, soit d'hydroliennes. Ici, on a fait des aiguilles qui permettent, sur une seringue, de piquer un bébé sans qu'il sente absolument rien, ou un adulte, parce que les adultes n'aiment pas être piqués non plus, hein, simplement en regardant la structure physique de la trompe du moustique. Parce que si il vous fait mal quand il vous pique le moustique, il est mort. Terminé, il n'y a plus de moustique. Il vous pique, vous vous rendez compte bien après que vous y avez été piqué, en fait. Ici, c'est des capteurs acoustiques inspirés des chauves-souris. On a sorti avant le radar et les sonars des cétacés. Ici, c'est un verre 200 fois plus résistant et quasi incassable et qui rebondit très bien, s'inspirant de l'ayotis, c'est leur mot. Ici, c'est des ciments bio-inspirés. Alors, bien sûr, biodégradables, ça fait rêver, bien sûr. Hein. Ici, on a parlé tout à l'heure avec Yvon, c'est des travaux qui sont faits sur des drones inspirés d'insectes qui n'entrent jamais en collision. Ici, c'est le travail très beau qui avait été fait au Zimbabwe sur un bâtiment entièrement thermorégulé en s'inspirant de la termitière. Ici, c'est des travaux que j'ai vus récemment à l'ambassade, je ne sais pas si ce n'est pas du Canada d'ailleurs, à Berlin, totalement bio-inspirés à partir de pommes de pin. Ça s'ouvre et ça se ferme. Sur l'hygrométrie du moment, ça marche très bien. Pas de chauffage, pas de refroidissement. Et puis ici, les amis, les plantes pour nous aider à bio-remédier les sols. Voilà, une revue extrêmement rapide, vous montrer un peu la palette de possibilités que l'on a. Je pourrais vous en parler pendant des heures. Donc je conclue simplement en vous disant que fabuleuse source d'innovation, le vivant, deux aspects, 4 milliards d'années, 4 000 millions d'années. Elle a failli passer plusieurs fois la trappe, la vie. Elle est toujours là. Elle a tout rencontré déjà, bien sûr. Ce n'est pas une science, encore moins une discipline. C'est à la charnière de beaucoup de choses. C'est même presque pour moi une approche, même une philosophie. Et évidemment, il faut du transversal. Ce qui est compliqué à expliquer à nos étudiants parce qu'ils sont formés en silo. Ça, c'est compliqué, effectivement. Il nous faut absolument des chercheurs fondamentaux, il nous faut des ingénieurs, il nous faut des techniciens, il nous faut des entreprises privées. Et puis, il nous faut un peu d'ONG de temps en temps, c'est pas mal, ça fait du bien. Et puis, bien sûr, aussi l'État qui est là pour mettre de l'huile dans les rouages, pas pour compliquer la situation. Voilà. Donc, notre défi actuel à nous, écologues, ici, on en parlait tout à l'heure aussi avec Yvon, c'est d'abord d'être capable d'estimer la capacité de résistance de nos écosystèmes. Parce qu'on parle de résilience sans arrêt, ça m'énerve. Il n'y a pas de résilience si vous êtes mort, évidemment, bien sûr. La résistance, si je n'ai pas encore tout détruit, on peut résilier. Et ça, c'est vrai que c'est un grand défi pour les écologues. Comment vont-ils résilier? Sinon, ça va se terminer assez mal, notre histoire, parce que les humains vont partir. Regarde ce qui s'est passé en Syrie récemment. Et puis je finis sur des images de la conférence de Paris. On annonce ici donc la réussite de l'accord politique et diplomatique de l'accord de Paris. 195 pays se mettent d'accord. Et ici, donc, Ségolène Royal, qui sera tout à l'heure, lance la ratification le 22 avril 2016 à New York. Et fait incroyable pour l'histoire de l'humanité, l'accord est ratifié le 4 novembre 2016, en quelques mois. Et ici, ça m'a beaucoup plu parce qu'on s'est logué avec des cosmonautes ce jour-là, en décembre 2015, dans leur capsule spatiale. Quand Pesquet aussi, tout à l'heure, me parlait, ils me disent, en fait, regardez, on voit les forêts d'Indonésie qui brûlent. On voit l'Afrique en train de devenir un désert. On voit la pollution dans le golfe du Mexique. On ne peut pas photographier la Chine. Alors dépêchez-vous. Et pour finir sur le lien avec ce qui va venir ensuite, des images ici de l'Arctique, qui est un merveilleux endroit. Vous avez des bernaches ici, qui n'ont jamais vu d'humains. Elles sont horriblement contaminées. Avec les pesticides qu'on mettait sur nos champs il y a 70 ans. Ce ne sont pas les actuels. Avec les collègues norvégiens qui sont là-bas, Kim Holmen est le patron de la station ici de Ny-Ålesund, il mesure 160 aérosols. Il mesure des choses qui sont incroyables. Une zone où il n'y a pas d'humains. Hein. Et puis la faune ici, arctique et antarctique, dont on veut s'inspirer. Je terminerai là-dessus, ça aura un double intérêt, c'est que non seulement ils ont beaucoup de choses à nous apporter, vous allez le voir dans cette journée et demie, mais en plus, plus on s'en préoccupera, plus on s'occupera d'eux, et plus on comprendra leur importance dans les systèmes, et on a envie de les sauver pour que nous, on se sauve nous-mêmes. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Monsieur Boeuf, pour ce superbe panorama avec des tas d'exemples très étonnants et très inspirants. Monsieur Boeuf doit nous quitter dans quelques temps, donc on va prendre les questions, s'il y en a, maintenant, de telle façon à pouvoir le libérer. Madame, attendez d'avoir le micro, s'il vous plaît. Alors, monsieur, formidable. Quel dynamisme. Bravo à la Cité des Sciences. Mais pour la première fois ici,
Je vais faire quelque chose que n'aime pas faire, c'est-à-dire, pardonnez-moi monsieur, une critique négative. Parce que je trouve que vous êtes d'une intelligence exceptionnelle. Mais vous n'avez montré pratiquement que ce qui ne va pas. Ça va pas, ça va pas, ça va pas, ça va pas. Et j'aurais aimé que vous ayez une partie en disant c'est formidable, l'espérance de vie a tellement augmenté, beaucoup moins de famine, beaucoup moins... Non, mais là c'est des grands concepts. Vous de manière... Et ça m'a perturbé, monsieur, parce que c'est pas top de voir sans arrêt ce qui va pas. C'est pas top, c'est pas ma mentalité. Mais quelle intelligence, merci, quel dynamisme. Le seul aspect positif sur lequel je pourrais assister, c'est qu'on est vraiment en train de boucher le trou dans la couche d'ozone. C'est le seul que j'ai trouvé. Mais vous avez quand même aussi cité un certain nombre d'exemples qui sont particulièrement optimistes en matière d'inspiration de la nature. Non, non, tout à fait. Non, non, je ne suis pas d'accord. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Est-ce que je peux me permettre de vous en poser une petite ? Vous avez parlé donc de la bio-inspiration et on pourrait dire des règles de la bio-inspiration, avec la dernière qui est très importante, c'est que ça doit servir absolument à tout le monde. Est-ce qu'il y a une tentative de charte ou quelque chose comme ça qui est prévue ? Dans le livre de Bénius, on la trouve. Pour elle, c'est pour ça qu'elle utilise le terme biomimétisme, qui exclut tout usage de ses connaissances sur le vivant vers des applications délétères pour l'humanité. Bon, globalement, on peut faire un tas de choses avec. Ça ne fera pas tout, hein, le biomimétisme ou la bioinspiration. Mais je pense que dans beaucoup des exemples, madame parle des aspects négatifs, elle peut amener des aspects positifs si vraiment on s'en empare et on commence à regarder ce qu'on peut faire. D'autant plus que ça aidera à sauver la biodiversité. On me dit qu'est-ce qu'on sauve ? J'ai souvent une image que je montre avec un catalogue de papillons ou de jolies fleurs. C'est ça la biodiversité. Mais c'est aussi des moches. Et je prends le cas du ratopnu que j'adore, hein, c'est un aspect positif. Le ratopnu vit dans des terriers au Kenya, c'est un rongeur qui vit 50 ans. Il est horriblement laid, ce truc, sur nos critères à nous. Donc il était foutu, hein, on allait le massacrer. On se rend compte qu'il ne fait jamais de cancer. Si on comprend pourquoi le ratopnu ne fait jamais de cancer, on a un super modèle de bio-inspiration chez lequel peut-être on trouvera des solutions pour l'humanité. Donc c'est en permanence comme ça, en fait, quoi. C'est tout.